L'amphithéâtre d'honneur de l'INSA Lyon contient exactement 2400 places. J'ai compté les sièges vides depuis l'estrade. Pas de manière obsessionnelle, ni dramatique. Juste de la façon dont un ingénieur électricien compte les choses, précisément, automatiquement, sans émotion. C'est ce que nous faisons. Nous mesurons, nous calculons, nous vérifions. Je les ai comptés parce que j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains pendant que le directeur appelait mon nom et que je traversais cette estrade seul, pendant que les flashs des appareils photo des autres familles illuminaient les rangées autour de moi. Pendant qu'une femme au 3e rang sanglotait sur l'épaule de son mari parce que son fils venait de serrer la main du directeur, et que le son de ses pleurs était la chose la plus forte dans cette salle pendant un instant. J'ai compté les sièges vides parce que si j'avais pensé à autre chose, si j'avais pensé aux chaises que j'avais réservées dans la rangée F avec de petits cartons nominatifs écrits à la main, des chaises qui étaient vides depuis le début de la cérémonie, je me serais arrêté de marcher. Je m'appelle Patrice Dubois. J'ai 38 ans, je suis ingénieur électricien en chef dans une entreprise de taille moyenne à Lyon. Et depuis ce samedi après-midi de mai, je détenais un master en ingénierie des systèmes électriques qui m'avait coûté 4 ans de cours du soir, de travaux pratiques le week-end et de sacrifices silencieux. Ma femme Chloé n'était pas là. Mes filles, Emma, 12 ans, et Léa, 9 ans, n'étaient pas là. Mon beau-fils Hugo, 14 ans, n'était pas là. Et je veux que vous compreniez quelque chose avant que je ne vous raconte le reste de cette histoire. Je veux que vous compreniez ce que ce diplôme m'a coûté. Parce que quand les gens entendent « cours du soir », ils imaginent quelque chose de gérable. Un cours le mardi soir, un groupe d'études le week-end, quelque chose que vous adaptez à votre vie. Ce n'était pas ça du tout. Ce diplôme m'a coûté tous mes samedis matins pendant 4 ans, pendant que mes filles jouaient au football et que j'étais assis dans un amphithéâtre à Lyon avec un thermos de café froid à réviser la théorie des réseaux électriques. Il m'a coûté toutes mes vacances de Noël sauf une, parce que les examens finaux tombaient toujours en décembre et que j'étais toujours en retard, car le travail d'ingénieur à temps plein ne s'arrête pas pour les calendriers universitaires. Il m'a coûté la partie de pêche à laquelle mon beau-père m'avait invité 2 fois avant d'arrêter de le demander. Il m'a coûté mon sommeil, mes week-ends, mes soirées en amoureux, et ce qui a semblé être un an de ma vie compressé en 4. Chloé le savait. Elle l'avait toujours su. Elle était là quand je me suis inscrit. Elle était là quand je lui ai dit que je voulais faire quelque chose de plus grand avec ma carrière, que j'avais une idée de brevet, un système modulaire de micro-réseau pour la distribution d'énergie en milieu rural. Et qu'un master en systèmes électriques m'aiderait à le faire passer d'un croquis sur un bloc-notes jaune à quelque chose de réel. Elle m'a dit, « Je suis fier de toi, Patrice. Fais-le. » Alors, je l'ai fait. Et le jour où j'ai traversé cette estrade pour aller chercher le diplôme qui représentait 4 années de notre sacrifice commun, ou ce que je croyais être un sacrifice commun, ma femme était à 40 minutes de là, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Debout dans le jardin de la nouvelle maison de 460 mètres carrés de son ex-mari, tenant une coupe de champagne pendant que leurs enfants le regardaient couper un ruban pour sa toute nouvelle cuisine d'extérieur. Je ne le savais pas encore quand j'ai traversé l'estrade, je l'ai découvert en descendant. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, j'ai besoin que vous cliquiez sur ce bouton d'abonnement et que vous laissiez un commentaire ci-dessous. Je veux savoir, avez-vous déjà sacrifié des années de votre vie pour quelque chose, seulement pour découvrir que vos proches ne le prenaient pas au sérieux? Dites-le moi dans les commentaires parce que ce que je vais vous raconter va vous faire ressentir des choses et je veux vous entendre. Je dois remonter 3 ans en arrière, car rien de tout cela n'a de sens sans contexte. Chloé et moi nous sommes rencontrés lors d'un barbecue à Villeurbanne, j'avais 32 ans et elle 30. Elle était divorcée depuis 2 ans d'un homme nommé Thomas Beaulieu qui, à l'époque, dirigeait une agence immobilière commerciale de taille moyenne à Lyon. Thomas et Chloé avaient eu 2 enfants ensemble, Hugo et Léa. Emma était ma fille, née d'une relation précédente. Sa mère est décédée quand Emma avait 4 ans, ce qui veut dire que j'élevais Emma seule quand Chloé et moi nous sommes rencontrés. Je veux être honnête à propos de Thomas parce que l'histoire l'exige. Thomas n'est pas le méchant que vous pourriez imaginer. Il est charmant. Il a une réussite financière qui met les gens à l'aise autour de lui, de celle qui remplit les pièces. Il emmène ses enfants au ski et leur achète des choses qui illuminent leur visage. Il organise le genre de fête où la nourriture est préparée par un traiteur, où la pelouse est parfaite et où les voisins s'arrêtent sur le trottoir pour regarder. Il paie sa pension alimentaire à temps. Sur le papier, Thomas Beaulieu est un bon père divorcé. Ce que Thomas n'est pas, c'est constant dans les choses qui comptent discrètement. Il manque les exposés scolaires de Hugo à cause de dîner avec des clients.
Il annule les visites du week-end de Léa pour des tournois de golf. Il promet des choses qui s'évaporent. Mais il revient toujours avec quelque chose de plus grand, quelque chose de plus brillant, quelque chose qui fait oublier aux enfants qu'ils ont été déçus. Et les enfants, surtout les enfants qui aiment un parent, choisiront toujours la chose qui brille. Chloé le savait. Elle m'en avait parlé en détail durant les premiers mois de notre relation, assise à la table de ma cuisine à la Croix-Rousse pendant qu'Emma dormait à l'étage. Elle décrivait le schéma clairement. Thomas disparaît. Thomas revient avec quelque chose de spectaculaire. Les enfants lui pardonnent instantanément. C'est épuisant, m'avait-elle dit, de les voir choisir les paillettes plutôt que le concret à chaque fois. Je pensais qu'elle comprenait la différence. Je pensais qu'elle y était immunisée. J'avais tort. Voici ce que je n'avais pas compris à propos de Chloé avant bien plus tard. Elle avait passé 7 ans mariée à Thomas Beaulieu, absorbant ses valeurs par une proximité quotidienne. Le spectacle, le grand geste, l'événement comme preuve d'amour. Et bien qu'elle eût intellectuellement rejeté ses valeurs en le quittant, elles étaient encore ancrées en elle, quelque part au plus profond. Comme une chanson que vous n'avez pas entendue depuis une décennie et qui vit encore dans votre mémoire musculaire. Je lui ai offert du concret. Un concret silencieux, constant et fiable. J'étais présent. Je réparais les choses. Je payais les factures à l'heure. J'ai aidé Hugo avec son projet de la fête de la science pendant 3 années consécutives, même s'il n'est pas mon fils biologique. J'ai assisté à chaque événement scolaire pour les 3 enfants, y compris ceux que Thomas séchait. Mais je n'étais pas spectaculaire. Et quelque part vers la 2e année de mon master, alors que j'étais enseveli sous les cours et que Chloé passait plus de temps à parler à Thomas des emplois du temps des enfants, je pense que le contraste a commencé à jouer contre moi d'une manière que je ne voyais pas. L'invitation pour la pendaison de crémaillère de Thomas est arrivée en février. Sa nouvelle maison, une propriété de 1,1 million d'euros à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or avec un sous-sol aménagé, un home cinéma et, apparemment, une cuisine d'extérieur qu'il avait réservée pour une cérémonie d'inauguration, avait été achetée 6 mois plus tôt. La pendaison de crémaillère avait été prévue pour mai. Le même week-end que ma remise de diplôme. Chloé m'a montré l'invitation. Nous pouvons aller aux 2, a-t-elle dit. Ta cérémonie est à 14 heures. Le truc de Thomas commence à 17 heures. Ça passe. J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. Avec le recul, j'aurais dû dire, Chloé, c'est ma remise de diplôme. C'est 4 ans de ma vie. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on divise l'après-midi en 2. Mais je ne l'ai pas fait, parce que j'étais encore dans l'état d'esprit d'un homme qui croit que s'il continue simplement à faire ce qui est juste assez longtemps, les gens autour de lui finiront par le reconnaître sans qu'on ait besoin de leur dire. Un homme qui croit qu'être présent est suffisant. D'accord, ai-je dit, du moment que vous êtes tous là quand je traverse l'estrade. Elle m'a embrassé sur la joue. Nous serons au premier rang. J'aurais dû l'écrire. J'aurais dû le faire authentifier par un notaire. J'aurais dû le graver dans le béton de la même manière que j'intègre la redondance dans les systèmes électriques. Une sauvegarde, une sécurité intégrée, quelque chose que vous pouvez pointer du doigt quand tout s'effondre. Au lieu de cela, je l'ai cru. La semaine précédant la remise des diplômes, Thomas a appelé Chloé. Je n'étais pas dans la pièce pendant cet appel. J'ai reconstitué les morceaux plus tard à partir de ce que Chloé m'a dit et de ce que Hugo a accidentellement révélé. Thomas avait appelé pour lui dire que l'installation de la cuisine d'extérieur avait été retardée et reprogrammée. L'inauguration était maintenant déplacée à midi. Il voulait que les enfants soient là tôt. Il voulait un après-midi complet en famille. Il avait loué un château gonflable pour les petits qui viendraient et engagé un DJ pour la soirée. Un château gonflable ? Un DJ. J'étais dans mon bureau à la maison ce soir-là, en train de terminer la présentation de mon projet de fin d'études, quand Chloé est apparue dans l'encadrement de la porte. Alors, le truc de Thomas a été avancé, a-t-elle dit. Avancé à quelle heure, ai-je demandé, sans lever les yeux de mon ordinateur portable. À midi. Il veut que les enfants soient là pour midi. Ma cérémonie est à 14 heures. Je sais, elle a fait une pause. Mais les enfants sont vraiment excités par la nouvelle maison. J'ai levé les yeux à ce moment-là, et j'ai vu quelque chose sur son visage que je ne pouvais pas nommer sur l'instant, mais je le peux maintenant. C'était l'expression d'une personne qui a déjà pris une décision et qui cherche la permission de ne pas s'en sentir coupable. Chloé, ai-je dit, ma remise de diplôme est dans une semaine.
J'ai travaillé pour ça pendant 4 ans. C'est l'événement pour notre famille. Je sais que ça l'est, a-t-elle dit, et je suis fier de toi. Mais Léa pose des questions sur la cuisine d'extérieur depuis des mois, et Thomas a pris un DGA. Et j'obtiens un master. Elle n'a rien dit. Seras-tu à ma cérémonie, ai-je demandé. Bien sûr, a-t-elle répondu, mais elle l'a dit de la façon dont les gens disent bien sûr quand ils veulent dire probablement. Quand ils veulent dire je vais essayer. Quand ils veulent dire on verra comment la journée se déroule. Je suis retourné à ma présentation. Je me suis dit qu'elle serait là. Je me suis dit que les enfants seraient là. Je me suis dit que 4 années d'engagement prouvées m'avaient valu au moins 2 heures. J'avais tort. Samedi 11 mai, la cérémonie commence à 14 heures. Je suis arrivé à la halle Tony Garnier, le lieu que l'école d'ingénieurs utilise pour ses plus grandes cérémonies. À 12h45, j'ai trouvé ma toge dans la zone prévue à cet effet, j'ai épinglé mon étiquette avec mon nom et j'ai envoyé un texto à Chloé. J'entre maintenant. Rangée F. Les sièges 3 à 6 sont réservés pour vous. Je vous aime. Elle a répondu, nous sommes en route. Tellement fier de toi. 2 points d'exclamation. Le genre d'enthousiasme qui ressemble à de l'excitation de loin, mais qui, rétrospectivement, se lit comme de la culpabilité de près. J'ai trouvé ma place dans la file du cortège parmi les autres étudiants diplômés. L'homme à côté de moi, un type nommé Théo de la spécialité réseaux électriques, avait toute sa famille élargie dans le bâtiment. Sa mère pleurait déjà quelque part dans le public. Je pouvais l'entendre depuis la zone de rassemblement. Le premier de ma famille à obtenir un master, a dit Théo en ajustant sa toque. Moi aussi, ai-je répondu. Nous nous sommes serrés la main. Des inconnus partageant un moment. À 13h58, j'ai envoyé un texto à Chloé. La cérémonie est sur le point de commencer. Vous êtes là? Aucune réponse. À 14h07, alors que le cortège se mettait en marche, j'ai renvoyé un texto, j'entre maintenant, rangée F, aucune réponse. Je suis entré dans cette salle derrière Théo et devant une femme nommée Élise qui n'arrêtait pas de marcher sur ma toge en s'excusant. Les sièges remplissaient ma vision périphérique de taches de couleurs, bleu et rouge, les couleurs de l'école partout, des familles pressées les unes contre les autres, des téléphones levés, chacun cherchant sa personne dans la file. J'ai cherché la rangée F vide. Tous les 4 sièges. Mes petits cartons nominatifs écrits à la main reposaient toujours sur les coussins pliés des sièges. J'ai continué à marcher. La cérémonie a duré 52 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé ma montre 3 fois. Il y a eu des discours. Il y a eu une vidéo en hommage au programme d'ingénierie. Il y a eu une étudiante qui a fait un discours, pas moi, mais une femme nommée Amira qui avait fait sa thèse sur l'informatique quantique et qui avait 12 personnes dans le public tenant une banderole avec son nom dessus. Quand le directeur a appelé mon nom, je me suis levé, j'ai traversé l'estrade, je lui ai serré la main, j'ai pris mon porte-diplôme et j'ai souri pour le photographe comme on est censé le faire. La rangée F était toujours vide. Je suis retourné à ma place, je me suis assis, j'ai ouvert le porte-diplôme et j'ai regardé le papier à l'intérieur. Master en ingénierie des systèmes électriques, Patrice Daniel Dubois. 4 ans. Je l'ai fermé. Quand la cérémonie s'est terminée, je me suis tenu à l'extérieur de la salle, sur le trottoir de l'avenue Tony Garnier, dans ma toge, pendant que les autres familles grouillaient autour de moi. La mère de Théo avait arrêté de pleurer et commençait à prendre des photos. Un père que je ne connaissais pas soulevait son fils du sol dans une étreinte qui semblait pouvoir briser une côte. Mon téléphone a vibré. Un texto de Chloé. Il faut qu'on parle. Appelle-moi de toute urgence. Puis, j'ai vu les appels manquer. Pendant que mon téléphone était en mode silencieux durant la cérémonie, elle avait appelé 9 fois, puis encore après la cérémonie. Au moment où je me tenais sur ce trottoir, j'ai compté 95 appels manqués. Je suis resté là, dans ma toge, le porte-diplôme sous le bras, à regarder la mère de Théo embrasser sa joue pour la 14e fois, et j'ai regardé le nombre 95 sur mon écran, et quelque chose a basculé dans ma poitrine. Pas de la rage, pas du chagrin, quelque chose de plus silencieux et de plus réfléchi que ces 2 choses. Je ne l'ai pas rappelé. Pas tout de suite. Au lieu de cela, je suis allé au bureau, une brasserie sur la rue de la République où j'allais depuis mon premier semestre. Je me suis assis au bar dans ma toge de diplômé, j'ai commandé un burger et une bière,
et j'ai réfléchi à ma prochaine action avec la même précision méthodique que j'apporte à chaque système que j'ai jamais conçu. Car voici ce que j'ai compris à ce moment-là, assis seul à un bar dans ma toge. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un imprévu d'emploi du temps. C'était le résultat d'une lente et invisible accumulation de décisions qui avaient été prises par Chloé, par Thomas, par les enfants, dans lesquelles ma remise de diplôme n'était pas valorisée de la même manière que la pendaison de crémaillère de Thomas l'était. Et j'avais besoin de comprendre exactement pourquoi avant de faire quoi que ce soit. J'ai mangé mon burger. J'ai lu mon diplôme. J'ai laissé les 95 appels manqués sans réponse et j'ai commencé à planifier. Je l'ai rappelé à 18h47. Patrice. Elle a décroché dès la première sonnerie. Sa voix avait la texture de celle de quelqu'un qui avait pleuré pendant des heures, qui n'avait plus de larmes et qui était maintenant juste vide. Je suis tellement désolé. J'ai besoin que tu saches. Où es-tu, ai-je demandé. Nous sommes chez Thomas. Nous sommes là depuis midi. J'ai continué à essayer de t'appeler, mais ton téléphone était éteint pendant la cérémonie et ensuite nous avons juste. Le temps a filé. À quelle heure avez-vous quitté la maison, ai-je demandé. Une pause. 11 heures. La cérémonie était à 14 heures. Je sais. Saint-Cyr-au-Mont-d'Or est à 22 minutes de la halle Tony Garnier. Je sais, Patrice. Donc, entre 11 heures et 14 heures, vous aviez 3 heures et vous avez choisi de ne pas venir. Elle s'est mise à pleurer. Le genre de pleurs qui sont authentiques, mais qui sont aussi, si vous connaissez quelqu'un depuis assez longtemps, légèrement théâtraux. Chloé pleurait de la façon dont elle faisait tout, avec présence et sentiment. Mais j'avais lentement appris à faire la distinction entre son chagrin et sa gestion de ma réaction face à son chagrin. Les enfants s'amusaient tellement, a-t-elle dit, et je n'arrêtais pas de penser que nous partirions dans quelques minutes. Et puis Thomas a allumé le nouveau barbecue et les enfants ne voulaient pas partir et je. Et tu ne voulais pas y aller non plus, ai-je dit. Elle n'a pas répondu à cela. Rentre à la maison, ai-je dit. Nous parlerons quand tu seras là. Es-tu en colère? J'ai repensé au siège vide, aux cartons nominatifs écrits à la main, à la mère de Théo avec sa banderole, aux 95 appels manqués que j'avais fixés pendant qu'un barman de la rue de la République me demandait si je fêtais quelque chose dans cette toge. Je ne suis pas en colère, ai-je dit, et je le pensais. Rentre à la maison. Elle est arrivée à 20h15 avec les 3 enfants qui avaient des coups de soleil, le ventre plein et qui étaient heureux comme le sont les enfants quand ils ont passé une journée parfaite et inattendue. Emma a couru vers moi en premier. Emma, qui a 12 ans et qui est perspicace de la façon dont le sont souvent les filles élevées sans mère, qui avait remarqué des choses sur la situation avant même qu'on lui dise de les remarquer. Papa, a-t-elle dit, en me serrant fort par la taille. Je voulais être là. Maman a dit que nous y allions, mais après. Je sais, ai-je dit. Tout va bien, ma puce. Ça n'allait pas. Mais Emma avait 12 ans, et elle n'était pas le problème. Hugo et Léa ont suivi, tous les deux un peu penauds de la manière dont le sont les enfants quand ils savent que quelque chose a mal tourné, mais qu'ils ne comprennent pas complètement leur propre rôle là-dedans. Félicitations, Patrice, a dit Hugo. Il a 14 ans et essaie très fort d'être un homme. J'ai apprécié l'effort. Merci, bonhomme. Chloé s'est tenue dans l'encadrement de la porte en dernier. Elle était belle de la manière dont elle l'est toujours et épuisée de la manière dont les personnes coupables le sont souvent. Elle tenait les restes de ce qui ressemblait à un sac de vente à emporter d'un restaurant près de la maison de Thomas. J'ai envoyé les enfants à l'étage pour se doucher et se changer. Je me suis assis en face de Chloé à la table de la cuisine. La même table de cuisine que j'avais montée en kit il y a 2 ans un samedi matin où j'étais censé étudier, parce que Léa avait demandé une plus grande table pour les dîners en famille. Et j'ai regardé ma femme. Dis-moi tout, ai-je dit, depuis 11 heures ce matin, tout. Elle m'a raconté. C'était pire que ce que j'attendais. Elle savait, quand ils ont quitté la maison à 11 heures, que partir à 11 heures rendait essentiellement impossible d'assister à ma remise de diplôme. De Saint-Cyr-au-Mont-d'Or jusqu'à la salle, se garer, trouver des places. Même sans le moindre accroc, il serait arrivé pendant le cortège, au mieux. Elle avait fait un calcul, debout dans l'allée de Thomas, en regardant les enfants pousser des cris de joie devant sa nouvelle cuisine d'extérieur, et le calcul s'était avéré faux. Je n'arrêtais pas de me dire que j'allais les arracher de là, a-t-elle dit. Mais à chaque fois que j'essayais, Thomas avait autre chose de prévu. La nourriture,
le DJ, les enfants des voisins qui arrivaient. Est-ce que Thomas était au courant pour ma remise de diplôme, ai-je demandé. Une pause plus longue cette fois. Je l'ai mentionné. Qu'a-t-il dit? Elle a regardé ses mains. Il a dit. Il a dit qu'il était désolé, mais qu'il avait déjà payé les acomptes et que les enfants étaient tellement excités et que tu comprendrais. Que tu comprendrais. J'ai laissé cela reposer entre nous un instant. J'ai quelque chose que je dois te montrer, ai-je dit. Je suis allé dans mon bureau et je suis revenu avec 2 dossiers. L'un contenait la documentation pour la demande de brevet que j'avais déposée 6 semaines plus tôt sur mon système modulaire de micro-réseau. La chose que j'avais développée en parallèle de mes cours, la chose qui m'avait tenu éveillé les nuits où tout le reste semblait inutile. J'avais eu des discussions discrètes avec une entreprise d'infrastructures énergétiques de Grenoble, Albin Solutions Énergétiques, qui avait exprimé un sérieux intérêt pour obtenir la licence de cette technologie. Les discussions progressaient depuis des mois. Le deuxième dossier, je l'avais préparé cet après-midi-là, au bar. Il contenait les papiers pour un nouveau compte bancaire que j'avais ouvert 3 mois plus tôt. Pas caché, pas secret, mais séparé. Le genre de préparation financière qu'un homme fait quand il n'est pas tout à fait sûr que son mariage aille dans la direction espérée, mais qu'il n'est pas encore prêt à le dire à voix haute. J'ai posé les 2 dossiers sur la table de la cuisine. Ça, c'est le brevet, ai-je dit. Il a été déposé. Albin propose un accord de licence. Les conditions sont encore en cours de négociation, mais l'estimation initiale se situe quelque part entre 165 000 € et 230 000 € pour la première année de contrat. L'expression de Chloé a changé. La culpabilité s'est transformée en quelque chose de plus compliqué. Et ça, ai-je dit en ouvrant le deuxième dossier, ce sont les documents sur ma situation financière, séparément de nos comptes communs. Le master est terminé. Le brevet est déposé. Et j'ai passé les 4 derniers mois à réfléchir à ce à quoi je veux que ma vie ressemble. Parce que j'ai été tellement enseveli à essayer de construire quelque chose pour cette famille que j'ai oublié de demander si cette famille construisait dans la même direction. Patrice. Je n'ai pas fini. Je n'étais pas en colère. Ma voix était calme. C'est ça le truc quand on est ingénieur dans un moment de crise. On revient par défaut à la pensée systémique. Identifier le point de défaillance. Remonter à la source. Le réparer ou le remplacer. Je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu répondes honnêtement. Bien sûr. Si Thomas avait organisé cette fête un jour qui n'entrait pas en conflit avec ma remise de diplôme, si l'emploi du temps avait été différent, est-ce que cette journée aurait été différente pour toi? Ou est-ce que le problème, c'est que quelque part en cours de route, ce que je fais a commencé à paraître moins important que ce que fait Thomas? Le silence fut sa propre réponse. Chloé s'est remise à pleurer, mais cette fois j'ai reconnu que c'était un vrai chagrin, pas de la gestion de réaction. Elle a pressé ses mains sur son visage et est restée assise là pendant un long moment. Je ne sais pas comment c'est arrivé, a-t-elle fini par dire. Je t'aime. Tu le sais. Mais tu es parti pendant 4 ans, Patrice. Pas physiquement. Je sais que tu étais là, mais tu étais toujours ailleurs. Toujours en train d'étudier, toujours au labo, toujours au téléphone avec ces ingénieurs de Grenoble. Et Thomas. Thomas est présent. Il se fait remarquer. Il en fait tout un événement. Et les enfants réagissent à ça. Et je. Elle s'est arrêtée. Tu y réagis aussi, ai-je dit. Elle ne l'a pas nié. Je vais aller chez mon frère pour quelques jours, ai-je dit. Pas parce que j'en ai fini avec nous, mais parce que j'ai besoin de réfléchir, et que je ne peux pas penser clairement dans une maison où je gère les sentiments de tout le monde à ce sujet. J'ai besoin de temps pour comprendre ce que je veux vraiment. S'il te plaît, ne pars pas, a-t-elle dit. Je ne pars pas, ai-je répondu. Je fais une pause. J'ai fait un sac. J'ai pris Emma dans mes bras et je lui ai dit que je l'aimais. J'ai dit la même chose à Hugo et Léa. J'ai conduit jusqu'à la maison de mon frère Nicolas, à Bron, où je m'étais arrangé pour rester sans expliquer pourquoi. Je lui avais juste dit que j'avais besoin de quelques nuits. Nicolas a 42 ans, travaille dans la logistique, et a ce don particulier de ne pas poser de questions tant que vous n'êtes pas prêt à y répondre. Il a posé une bière fraîche sur la table basse, a allumé un match de football et m'a laissé seul. Je me suis assis là et j'ai réfléchi. Voici ce que j'avais compris à la fin de cette première nuit.
La remise de diplôme était un symptôme, pas la maladie. La maladie se développait depuis des années, invisible de la même façon qu'un défaut de câblage est invisible jusqu'à ce que quelque chose prenne feu. C'était la façon dont Chloé parlait de Thomas avec une chaleur inconsciente qu'elle avait lentement cessé d'utiliser avec moi. C'était la façon dont les enfants mentionnaient son nom comme un système météorologique, inévitable, impressionnant, quelque chose autour duquel on s'organise. C'était la façon dont mes accomplissements, le diplôme, le brevet, les années silencieuses d'efforts soutenus, étaient devenus un bruit de fond, tandis que les spectacles de Thomas restaient au premier plan. J'avais construit. Il avait donné des représentations. Et dans une maison avec 3 enfants qui apprenaient ce qu'il fallait valoriser en observant les adultes autour d'eux, l'artiste avait gagné. Je n'en voulais pas aux enfants. Je n'en voulais même pas totalement à Chloé. J'en voulais au système. Cette architecture invisible de valeurs qui se construit à l'intérieur d'une famille au fil du temps. Où l'amour constant est confondu avec un amour banal et où l'homme qui loue le château gonflable commence à sembler plus important que l'homme qui s'assoit à la table de la cuisine à minuit pour travailler à quelque chose de réel. Mais voici la chose à propos du fait d'être un ingénieur dans un moment de clarté silencieuse. Vous ne vous contentez pas d'identifier le point de défaillance. Vous repensez le système. Et j'en avais fini d'être un bruit de fond. Le lundi matin, 2 jours après la remise des diplômes, j'ai appelé Jean-Marc Albin chez Albin Solutions Énergétiques, à Grenoble. Patrice, a-t-il dit chaleureusement. Félicitations pour l'obtention de votre diplôme. Gros week-end pour vous. Ça l'était, ai-je répondu. Je veux avancer sur l'accord de licence. Les termes que vous avez proposés le mois dernier, je veux les contresigner et aller de l'avant. Une pause de surprise ravie. C'est une excellente nouvelle. Je vais demander à notre équipe juridique de faire circuler les termes révisés aujourd'hui. Pouvez-vous venir à Grenoble jeudi? J'y serai. J'avais fait traîner l'accord pendant des mois, incertain du timing, incertain de ce qu'un accord de licence signifiait pour la situation financière de ma famille pendant une période de transition. Je n'étais plus incertain. Jeudi, j'ai conduit jusqu'à Grenoble, au bureau d'Albin sur le boulevard Maréchal Joffre, surplombant l'Isère, et j'ai signé l'accord cadre initial de la réalisation professionnelle la plus importante de ma vie. L'accord portait sur un contrat de licence de 5 ans pour mon brevet de micro-réseau, Albin détenant les droits exclusifs pour le déploiement commercial pendant les 3 premières années. La prime de signature seule, 78 000 €, arriverait sur mon compte dans les 30 jours. Les frais de licence de la première année porteraient le total à un peu plus de 193 000 €. Jean-Marc Albin m'a serré la main de l'autre côté d'une table de conférence avec des baies vitrées allant du sol au plafond et a dit « Vous avez construit quelque chose de véritablement important ici. » Patrice. L'infrastructure d'électrification rurale dans ce pays a 30 ans de retard sur ce qu'elle devrait être. Votre système change cela. J'ai pensé au bloc-notes jaune sur lequel j'avais d'abord esquissé le concept. Un mardi soir dans notre salon pendant que Chloé regardait la télévision et que les enfants étaient au lit. Un bloc-notes, un critérium, et 4 années de travail vers quelque chose en quoi je croyais sincèrement. Merci, ai-je dit. Ça a pris du temps. Ça en valait la peine, a-t-il répondu. Je suis rentré à Lyon. Je n'ai pas appelé Chloé. J'ai appelé Emma. Papa, a-t-elle dit immédiatement. Tu rentres bientôt à la maison. J'ai dit, comment vas-tu? Maman a été silencieuse, a dit Emma prudemment. Elle a 12 ans et elle remarque les choses. Elle n'arrête pas de regarder son téléphone. Raconte-moi quelque chose de bien, ai-je dit. Emma a réfléchi un instant. J'ai eu un 20 sur 20 à mon projet de science, celui sur les circuits électriques. J'ai souri si fort que j'ai cru que mon visage allait se fendre. Bien sûr que oui. Je pensais à toi quand je l'ai fait. Je sais, ai-je dit. Je serai à la maison ce week-end. Nous fêterons ça. Je suis rentré à la maison samedi. Je ne suis pas rentré bruyamment. Je ne suis pas rentré avec des déclarations ou des ultimatums. Je suis rentré de la même manière que j'avais tout fait pendant 4 ans. Discrètement, avec constance, avec un plan clair. J'ai fait asseoir Chloé et j'ai mis carte sur table. Pas la colère qui s'était dissipée pendant les 4 jours que j'avais passés chez Nicolas. Ce que j'ai déposé sur la table, c'était la vérité. Je lui ai dit que je comprenais ce qui s'était passé. Je lui ai dit que je comprenais l'attrait du monde de Thomas, son aspect spectaculaire,
la façon dont il récompensait les enfants avec de la joie de manière visible et immédiate. Je lui ai dit que je comprenais que 4 années passées à me voir disparaître dans mes cours avaient créé une version de notre mariage où elle assumait, à bien des égards, les choses toute seule. Et puis je lui ai dit ce qui avait changé. Le diplôme est terminé, ai-je dit. Le brevet est signé. Je vais avoir plus de temps, plus de présence, et plus de ressources qu'à n'importe quel moment depuis que nous sommes ensemble. La question est de savoir si tu veux être là pour ça. Chloé m'a regardé pendant un long moment. Je veux être là, a-t-elle dit. J'ai besoin de quelque chose de ta part, ai-je dit. Pas d'excuses. J'ai besoin que tu me voies de la façon dont tu me voyais quand nous nous sommes rencontrés. Quand tu m'as expliqué la différence entre le concret et les paillettes. J'ai besoin que tu choisisses le concret avec constance, à chaque fois. Je sais, a-t-elle murmuré. Je sais que je ne l'ai pas fait. Je suis désolé. Je ne te demande pas d'être désolé, ai-je dit. Je te demande de décider. Elle a tendu la main de l'autre côté de la table et a pris la mienne. Je te choisis, toi, a-t-elle dit. Je l'ai toujours fait. Je me suis juste perdu. J'ai laissé sa main là pendant un instant avant de la serrer. Alors on reconstruit, ai-je dit. Voici ce qui a suivi, et je veux que vous le compreniez clairement, parce que c'est la partie de cette histoire que les gens s'attendent à voir d'une certaine façon, alors qu'en réalité elle est tout autre. La vengeance, telle que je la conçois, n'est pas une confrontation. Ce n'est pas faire une scène. Ce n'est pas appeler Thomas Beaulieu pour lui expliquer ce qu'il m'a coûté. Ce n'est pas forcer Chloé à choisir publiquement ou humilier qui que ce soit à une table de dîner. La vengeance, telle qu'un ingénieur la conçoit, ce sont les résultats. En octobre, 5 mois après la remise des diplômes, Albin Solutions Énergétiques a présenté mon système de micro-réseau à la Conférence nationale de l'électrification rurale à Toulouse. Mon nom figurait sur la présentation. Mon brevet a été cité dans 3 articles de recherche distincts publiés ce trimestre-là. Jean-Marc Albin a prononcé un discours d'ouverture dans lequel il a décrit le système comme la solution la plus viable pour l'infrastructure de distribution électrique rurale que j'ai rencontrée en 20 ans de métier. Le Progrès a publié un court article sur les innovateurs de la région lyonnaise. J'y figurais. Mon entreprise, où j'avais été ingénieur en chef pendant 6 ans sans distinction particulière, m'a offert un poste de vice-président de l'ingénierie après cet article. J'ai négocié à la place un arrangement de consultant à temps partiel qui m'a permis de me concentrer sur le développement d'un deuxième brevet tout en conservant un revenu. Thomas Beaulieu, qui avait bâti une entreprise immobilière sur des propriétés commerciales à fort effet de levier, s'est heurté à l'environnement des taux d'intérêt qui a détruit les portefeuilles immobiliers commerciaux fortement endettés en 2024. En décembre, il avait vendu la maison de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. La cuisine d'extérieur est partie avec. Je ne sais pas où il a déménagé, et je n'ai pas demandé. Hugo m'en a parlé un soir alors que nous travaillions sur un projet scolaire dans la cuisine. Il l'a mentionné de la façon dont les adolescents mentionnent les choses qu'ils sont encore en train de digérer, de biais, sans vous regarder. Papa a vendu la maison, a dit Hugo. Il est dans un appartement maintenant à Vénissieux. J'en ai entendu parler, ai-je répondu. Le digi était cool, par contre, a-t-il dit. Puis, après un moment, j'aurais aimé être à ta remise de diplôme. J'ai regardé mon beau-fils, 14 ans, qui essayait d'être un homme, qui cherchait quel genre d'homme essayait d'être. Tu sais quoi, ai-je dit. Albin organise une visite de leur laboratoire en mars. Ils veulent montrer le système à des étudiants en ingénierie. Tu veux venir? Son visage a eu une expression qui m'a rappelé Emma lorsqu'elle m'avait parlé de son 20 sur 20. Ce genre particulier de bonheur authentique et simple que les enfants montrent quand quelqu'un les invite dans un monde dont ils ignoraient l'existence. Ouais, a-t-il dit. Vraiment. Emma est venue à Grenoble avec moi en mars pour la visite du laboratoire. Léa aussi. Hugo aussi. Chloé est venue également, portant un thermos de café et me tenant la main sur le parking des installations d'Albin. Alors que nous attendions l'ouverture des portes, un jeune ingénieur de l'équipe d'Albin a fait visiter aux enfants l'installation miniature qu'ils avaient construite pour faire la démonstration du système. Il leur a montré comment un seul nœud de micro-réseau pouvait alimenter 12 maisons rurales grâce à une combinaison d'apports solaires et de capacité de stockage sur batterie. Il leur a montré les sécurités intégrées, les systèmes de redondance, la manière dont la conception tenait compte des fluctuations du réseau et des événements météorologiques. Qui a inventé ça, a demandé Léa. Le jeune ingénieur m'a pointé du doigt.
Léa s'est tournée et m'a regardé de la manière dont les enfants de 9 ans regardent quelqu'un quand ils viennent de recalibrer leur compréhension de qui est cette personne. C'est ton père, a dit l'ingénieur. Je sais qui c'est, a répondu Léa, sérieuse. C'est juste que je le vois différemment. Je n'ai pas d'enfant à moi de manière conventionnelle. Emma est mon cœur, mais elle m'est venue par une perte, et Hugo et Léa me sont venus par le mariage. Mais je peux vous dire qu'en 20 ans de vie professionnelle, en 4 ans d'études supérieures, à chaque heure passée assis à une paillasse de laboratoire ou à une table de cuisine avec un critérium et un bloc-notes jaune, je ne me suis jamais senti autant perçu que je ne l'ai été à ce moment-là. Par une petite fille de 9 ans, dans un laboratoire d'ingénierie de Grenoble, debout devant la maquette de quelque chose que j'avais construit à partir de rien. Chloé et moi sommes allés en thérapie de couple. Je veux le dire clairement parce que je pense que les gens romantisent l'idée qu'un mariage puisse survivre à une rupture grâce à une grande déclaration, un moment de clarté, une seule conversation qui guérit tout. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce qui marche, c'est la même chose que ce qui marche dans la conception de systèmes électriques, un diagnostic lent et méthodique de chaque point de défaillance, une reconstruction patiente et la volonté de continuer à tester le système jusqu'à ce qu'il tienne. Notre thérapeute, une femme nommée Dr Céline Vasseur, dont le cabinet est situé avenue Maréchal de Saxe à Lyon, a aidé Chloé à formuler quelque chose qu'elle n'avait pas été capable de me dire directement. Que pendant les 4 années de mon master, elle s'était sentie invisible. Que mon ambition, qu'elle admirait, avait aussi consumé l'espace dans notre mariage où elle se sentait perçue. Que le monde de Thomas, aussi superficiel soit-il, lui avait offert quelque chose qui ressemblait à de l'attention. C'était dur à entendre. Je veux être honnête à ce sujet parce que je croyais avoir tout fait pour ma famille, et la vérité était plus compliquée. J'avais tout fait pour une version de ma famille qui vivait dans ma tête, tandis que la vraie version était assise à la maison et se sentait seule. Je n'ai pas aimé ça. Mais je devais l'accepter. Et elle devait accepter sa propre vérité. Qu'elle avait pris une décision le jour de la remise des diplômes qu'elle ne pouvait pas annuler. Et que le travail de réparation lui appartenait autant qu'à moi. Nous faisons ce travail. Certaines semaines sont plus faciles que d'autres. En février, Albin m'a offert un poste que je n'avais pas vu venir, directeur des partenariats technologiques, un rôle à temps plein à Lyon, pour gérer les relations de déploiement de mon brevet et de plusieurs autres technologies dont ils avaient acquis la licence. Le salaire était presque le double de mes précédents revenus d'ingénieur. Le titre était la reconnaissance officielle de quelque chose que j'avais passé 4 ans à gagner le droit de posséder. J'ai accepté un vendredi après-midi. J'ai conduit jusqu'à la maison. Je me suis garé dans l'allée de la maison où je vivais depuis 3 ans, la maison avec la table de cuisine que j'avais montée en kit un samedi matin. Emma était dans le jardin en train de lancer une balle de tennis contre la clôture, comme elle le fait quand elle attend quelque chose. « Comment ça s'est passé ?» a-t-elle crié. « J'ai eu le poste », ai-je répondu. Elle a lâché sa raquette et a couru à travers le jardin pour me serrer dans ses bras de la même manière qu'elle l'avait fait après la remise des diplômes. Fort autour de la taille, sans retenue. La façon dont les enfants vous enlacent quand ils n'ont pas encore appris à être prudents avec l'espoir. « Es-tu heureux ?» a-t-elle demandé. J'ai pensé au siège vide de la rangée F, aux 95 appels manqués, au burger que j'avais mangé seul au bar de la rue de la République dans ma toge de diplômé, pendant qu'un barman me demandait ce que je célébrais. J'ai pensé à Léa dans un laboratoire d'ingénierie de Grenoble, disant « c'est juste que je le vois différemment ». J'ai pensé à 4 années de bloc-notes jaunes, de critérium, de café froid, de samedi matin dans des amphithéâtres et à chaque chose que j'avais construite sans savoir encore si cela mènerait à quoi que ce soit. Ouais, ai-je dit. Je le suis vraiment. Voici ce sur quoi je veux vous laisser, parce que j'ai réfléchi à la façon de le dire clairement. Il y a une version de cette histoire où je vais à la pendaison de crémaillère de Thomas, où je frappe à la porte et lui dis ce qui s'est passé. Où j'ai une confrontation dramatique avec Chloé à la table de la cuisine, qui se termine par des cris, des larmes et quelqu'un qui part en voiture pour de bon. Il y a une version où les enfants choisissent leur camp et où tout le monde perd. Je n'ai pas vécu cette version-là. Je vis la version où un homme prend 4 jours chez son frère et un burger dans un bar de la rue de la République pour comprendre très clairement qui il est, ce qu'il a construit et ce qu'il refuse de perdre, y compris, finalement, son mariage. À des conditions qui exigeaient qu'ils soient tous les deux honnêtes. La vengeance que j'ai obtenue n'était pas contre Thomas Beaulieu. Il a construit une belle maison et l'a ensuite perdue. Cela lui est arrivé indépendamment de tout ce que j'ai pu faire. Je ne l'ai pas provoqué. Je ne l'ai pas célébré.
La vengeance que j'ai eue l'a été contre la version de moi-même qui croyait que faire ce qui est juste, discrètement, indéfiniment, sans jamais exiger d'être perçu, était une façon de vivre durable. Cette version de Patrice Dubois a traversé une estrade seule, a conduit jusqu'à un bar, a mangé un burger dans une toge de diplômé et a ensuite passé 4 jours à réfléchir. La version qui est ressortie de l'autre côté a signé un accord de licence de brevet, est devenu directeur des partenariats technologiques et s'est tenu dans un laboratoire d'ingénierie de Grenoble pendant qu'une petite fille de 9 ans décidait de le voir différemment. Ce ne sont pas le même homme. Je m'appelle Patrice Dubois. J'ai 38 ans. Je suis ingénieur électricien en chef, détenteur d'un brevet et directeur des partenariats technologiques chez Albin Solutions Énergétiques à Lyon, en France. Personne de ma famille n'est venu à ma remise de diplôme et ce que j'ai construit par la suite a changé.